All rise. Vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous asseoir. Bonjour. L'audience est ouverte. Mais, Madame la greffière, s'il vous plaît, appelez l'affaire. Thank you, Madame President. Merci, Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire en l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo, ICC 02 11 01 11. Je vous remercie. Nous allons continuer avec la présentation de la défense. Maître Altit, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Madame le Président. Maître Fovo-Ivanovic continue aujourd'hui sa présentation. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, nous avons commencé hier à expliquer la situation à Abobo. Nous avons vu hier qu'à Abobo, les bandes armées sèment la terreur. Nous avons vu hier que les FDS, la population et les FDS étaient attaqués. Les FDS ont fui Abobo. Ils étaient chassés d'Abobo. La population se trouvait sans défense. Elle est attaquée. Les bandes armées sèment la violence et la peur. Les preuves de la défense confirment la violence incessante des bandes armées rebelles à Abobo. Et je me réfère notamment aux pièces de la défense 0582 et 0625. Elle confirme les meurtres dont les victimes étaient des partisans ou des partisans présumés du président Gbagbo. Document de la défense 0782, page 0788, 0789. Document 1273, page 1283 et 1285. Document 2371, page 2377. Et la vidéo 10-24. Tout un village, Anonkouakouté, peuplé principalement par la population ébriée, a été attaqué. Et les gens étaient forcés à quitter leur maison. Vous allez voir les images à une vidéo. Il s'agit de la vidéo 0561. Par milliers, les rescapés du village d'Anonkouakouté dans la commune d'Abobo ont fui leur maison et biens détruits lors de la barbarie subie ce dimanche 6 mars 2011. Certains ont été récupérés par des proches. D'autres sont jusque-là introuvables. D'autres encore ont trouvé refuge dans ce lieu saint, la paroisse catholique Saint-Ambroise d'Angré, dans la commune de Kokoto. Lors de cette attaque au village Anonkouakouté, il y a eu 28 morts et 40 blessés. Document 2371, page 2378. Il s'ensuit l'exode de la population. L'exode des populations est massif. Des dizaines de milliers d'habitants fuient le quartier, toute ethnie et religion confondues. Et je me réfère aux pièces 34-46, 32-19 et à la vidéo 05-65. Au début de l'année 2011, Abobo est sous le contrôle des bandes armées. Un ancien membre du commandant invisible écrit « C'est nous qui contrôlions Abobo. Et rien ne pouvait se passer ou produire dans cette commune tant que nous ne sommes pas informés. Quant au témoin P44,
Le témoin du procureur, il dit: il y avait des attaques et des meurtres contre tous ceux qui n'étaient pas RDR, tous ceux qui n'étaient pas de leur côté avaient quitté contraints et forcés à Bobo. À Abobo, les policiers et les gendarmes étaient tués. Les FDS se trouvaient à Abobo pour faire leur devoir, sécuriser Abobo, maintenir l'ordre public, non pas pour attaquer la population. C'était eux qui ont été attaqués. Ce sont les mots du témoin du procureur P44, pièce 3704, page 37-15. Le document 0025-0056 confirme que RDR a mis en place une cellule de déstabilisation. Ce document nous montre à la page 0057 que le mot d'ordre de cette cellule de déstabilisation était organisé casse, tuerie, incendie. C'est dans ce contexte qu'il y a eu lieu l'incident du 3 mars 2011. Dans le paragraphe 54 du DCC, le procureur décrit une marche pacifique des femmes. Bien entendu, on n'a obtenu aucun élément sur l'origine de cette marche. Or, cette manifestation des femmes n'avait rien d'une manifestation spontanée. Elle était organisée à l'hôtel Golf. Pièces 0255, 0256 et 0472. L'ancien membre du commandant invisible affirme: tout a été sous les ordres de Draman. Draman, c'est-à-dire Alassane Draman Ouattara. Pièce 2381, page 2395. La marche n'a jamais été annoncée aux autorités ivoiriennes. Pièce 1396, page 1401. Également P156, 0028, 0219, page 0221. Or, la loi ivoirienne exige que les manifestations de ce type soient annoncées. Les autorités ivoiriennes, et donc les forces de l'ordre et l'armée, n'étaient pas prévenues de l'existence de cette manifestation. P9, 0011, 05 56, 05 65. Le procureur se contente de relater la version des faits largement diffusée par les médias anti-Gbagbo, qui disait que les forces gouvernementales ont tiré sur les femmes en tuant 7 femmes. Mais est-ce la vérité? Un article rappelle que les hommes d'Alassane Ouattara n'hésitaient pas, quand ils étaient en difficulté, à faire des actes abominables pour en faire porter la responsabilité à Laurent Gbagbo, et met en garde contre la précipitation et les accusations faciles. Document 0264. La vidéo qui montre l'événement laisse aussi quelques doutes sur la réalité de l'événement. Comment expliquer cette scène, dont déjà le procureur nous a parlé, où une femme qui aurait été touchée mortellement se relève soudainement avant qu'une main la repousse pour qu'elle se recouche? Il s'agit de la vidéo 0003 0716. Cette scène, qui a soulevé chez certains des doutes quant à l'authenticité de l'événement, aurait dû intriguer le procureur et le pousser à mener des enquêtes approfondies sur cet événement. Or, il ne l'a pas fait. Mais commençons par la nature de cette marche. Était-ce vraiment une marche pacifique? Le 17 janvier 2013,
le procureur a transmis à la défense certains documents, et notamment des vidéos et des photos qui auraient été prises lors de cette marche. Regardons ces preuves. 0021 40 83, la photo 0021 40 84, la photo 0021 40 85. Et la vidéo 0021 40 87. Excusez-moi d'intervenir. Je ne sais pas si la défense a l'intention aussi de montrer le screenshot de YouTube qui vient avec la vidéo que nous avons divulguée et qui indique que cette vidéo aurait été filmée le 24 février 2010 pour qu'on ait peut-être, pour ne pas induire la Chambre en erreur, tel que lorsque ma collègue hier a fait référence aux vidéos Kenya, que c'est nous-mêmes qui avions divulgué l'information comme quoi que les scènes venaient du Kenya, parce qu'on pourra éviter de revenir sur ces choses-là dans nos closing arguments, parce que telle est la réalité. Cette vidéo a été filmée le 24 février 2011. Merci. Je vous remercie. Vous pouvez clarifier ce point-ci. Tout à fait, Madame le Président. J'ai abordé hier le point de la divulgation qu'on a reçu ce dernier temps par le bureau du procureur, et effectivement, j'ai voulu parler justement dans ce cadre-là et dans cette optique-là. Mais je vais clarifier maintenant ce point absolument. Donc nous avons reçu cette vidéo-là qu'on vient de voir, avec les photos qu'on vient de voir, le 17 janvier cette année, parmi 900 documents qui nous ont été communiqués en application de la règle 77. Donc pas comme un élément à décharge, selon l'application de la règle 77, avec un courriel qui indique que cette marche-là, que ces photos-là et ces images-là étaient filmées lors de la marche du 3 mars 2011. Le 18 février, effectivement, à la veille de cette audience, nous avons reçu cette fois-ci un document à décharge, communiqué comme un document à décharge, la même vidéo avec l'indication provenant de l'Internet que la marche aurait été filmée le 24 février 2011. Cela dit, nous avons reçu beaucoup trop tard cette information pour pouvoir la vérifier. Cela dit, il faut dire aussi que nous avons vérifié sur l'Internet. Effectivement, l'Internet indique que la marche aurait eu lieu le 24 février, mais aussi que cette vidéo-là était placée sur l'Internet, bizarrement, le 3 mars 2011. Alors là, il y a deux questions. D'abord, on n'a jamais entendu parler d'une marche RHDP le 24 février 2011. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est comment ça se fait que cette vidéo, qui se trouve sur l'Internet depuis 3 mars 2011, ne nous a été communiquée de cette source-là que le 18 février 2013. Mais en tout cas, Madame le Président, Madame, Messieurs le juge, je vous aurai informé de cette vidéo qu'on a reçue le 18 février, même sans intervention de Monsieur le procureur, c'était prévu. Et la dernière chose, donc maintenant, on a l'information que ces images auraient pu être filmées le 3 mars 2011 ou le 24 février 2011. Ce n'est quand même pas à la défense de vérifier. Nous, on l'aurait fait si on avait eu le temps, mais ce n'est pas à nous de vérifier. C'est quand même au procureur de vérifier. Cette vidéo, je m'excuse d'interrompre, elle a été divulguée
sous un autre IRN exactement la même vidéo au mois de mai 2012. Mai 2012. L'accusation, comme tout le monde peut le faire, va sur Internet. Ce sont ce qu'on appelle en anglais des open source, donc des documents publics. Et il s'avère que des fois, on trouve certaines choses qui n'ont pas été vues précédemment et qui n'ont pas attiré l'attention. Mais cette vidéo, dans un premier temps, a été divulguée au mois de mai 2012. Et c'est fait effectivement tout récemment qu'on s'est rendu compte que les informations sur Internet fixaient dans le temps à un incident du 24 février qui aurait été posté sur Internet le 3 mars 2011. Alors, ce sont les faits au dossier. Mais de dire que l'accusation arrive avec une divulgation tardive de cette vidéo, cela est faux. Je vous remercie. Madame la Présidente, je crois qu'il y a des choses à clarifier ici. Les images étaient divulguées, c'est sûr, mais sans aucune indication ni où ni quand étaient filmées. La première indication que ces images auraient été filmées le 3 mars, nous les avons reçues le 17 janvier cette année. La deuxième indication de date, c'est qu'elle aurait été filmée le 24 février 2011. On l'a reçue le 18 février. Alors les images, si on n'a pas de date, si on n'a pas le lieu et si on ne connaît pas les lieux, on ne peut pas se rendre compte ni où elles sont filmées, ni quand elles sont filmées. Les informations essentielles nous ont été communiquées depuis le début de cette année. Je continue avec ma présentation. Ce qui est sûr et ce qui ressort de ces images, c'est que ces images étaient filmées sur la même route que la marche des femmes. Selon les allégations du procureur, des forces pro-Gbagbo sont arrivées à bord de véhicules blindés, dont un char aux couleurs de l'armée, et ont ouvert le feu sur la foule. Le procureur n'a jamais identifié l'unité à laquelle ces véhicules, et notamment le char, auraient appartenu. Il nous a juste cité toutes les unités stationnées au Concommando, en nous informant que ces unités possédaient des véhicules blindés et les armes. Cela ne nous renseigne en rien sur l'identité de l'unité qui aurait participé à cet incident. L'arme qui aurait tiré sur les femmes n'est pas identifiée non plus. Dans le paragraphe 53 du DCC, le procureur fait référence à une mitrailleuse lourde, à une fusillade. Lors de l'audience du 21 février, compte rendu du 21 février, page 34, le procureur a déclaré que certaines des femmes ont été tuées par des armes lourdes, d'autres tuées ou blessées par balle. C'est bien trop imprécis pour un procès pénal. Les récits des témoins du procureur sont d'ailleurs assez troublants. Ainsi, le témoin P184, après avoir raconté que les forces d'ordre, lorsqu'elles sortaient du Concommando, tiraient n'importe où, 0032 0011, page 0023, paragraphe 73, déclare que les femmes ont commencé à applaudir lorsqu'elles ont vu le char. Page 0026, paragraphe 88. Le témoin P112 racontait que les gens avaient peur de passer devant le Concommando. 0019 03 06, page 320. Paragraphe 69. En déclarant ensuite que lors de la marche des femmes, les gens ont commencé à applaudir lorsqu'ils ont vu le char. Page 0320, paragraphe 71. Et le témoin P117 disait que le militaire tirait chaque fois lorsqu'ils sortaient du Concommando ou lorsqu'ils allaient se ravitailler. 0020, 0033, page 57, paragraphe 175. Mais déclarait toutefois que lors de la marche des femmes, les femmes ont applaudi lorsqu'elles ont vu le char, en disant « Voilà les militaires qui vont nous protéger ». Page 0055, paragraphe 159. Il est difficilement compréhensible comment se fait-il
que les femmes applaudissaient les forces d'ordre, puisque ces forces seraient la cause de leur marche, et puisque ces forces auraient déjà auparavant tiré sur la population. Il me semble qu'il y a une contradiction flagrante dans ces récits. Par ailleurs, à l'époque de la marche, le 3 mars 2011, la route empruntée par les femmes est devenue trop dangereuse pour le FDS et n'était plus utilisée par les véhicules qui effectuaient le ravitaillement et qui, depuis plus d'un mois, passaient par un autre chemin. Pièce de la Défense 2371, page 2376. Alors, nous nous demandons d'où venaient ces véhicules blindés, d'où venaient ces chars et qui était dans ces véhicules et dans ce char. Nous ne connaissons pas la réponse, mais ce seul fait, le fait que nous ne savons pas d'où venaient les véhicules et à qui ils appartenaient, signifie que ces tirs et l'incident du 3 mars 2011, pour autant qu'il ait eu lieu, ne peut être attribué aux forces républicaines fidèles au président Gbagbo. Les victimes, leur enterrement et les événements qui se sont suivis à l'hôpital. Nous avons dû attendre le 19 novembre 2012 pour connaître enfin l'identité des victimes qui auraient été tuées lors de la marche des femmes. Les circonstances de la mort et de l'enterrement de ces femmes restent mystérieuses. 5 victimes auraient été enterrées ensemble avec d'autres corps après l'arrestation du président Gbagbo et sur les instructions reçues de l'hôtel Golf. Témoin P 172 0028 05 50, page 05 61, paragraphes 85 et 88. Le témoin P 172 prétend que les corps de 2 victimes avaient été amenés chez leurs parents, page 0562, paragraphe 92. Or, d'après un rapport 0038 01 92, le corps d'une de ces 2 victimes a été transporté directement du lieu de l'incident à la forêt de Bonko, où elle a été enterrée. Aucune des familles des victimes n'a jamais porté plainte. Même après l'arrestation du président Gbagbo, aucune plainte n'a été déposée pour cet événement. Pièce 36-89, page 36-93. Les informations qui nous ont été fournies soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi le corps d'une victime était séparé des autres? Pourquoi les corps de 5 autres victimes n'ont pas été restitués à leurs familles pour qu'elles les enterrent dignement? Pourquoi ces femmes qui ont toutes leurs familles ont été enterrées après l'arrestation du président Gbagbo dans une tombe avec d'autres corps inconnus? Et pourquoi les autorités de l'hôtel Golf avaient donné les instructions d'enterrer ces corps dès l'arrestation du président Gbagbo? Pourquoi les familles n'ont jamais porté plainte? Toute cette question aurait dû inciter la curiosité du procureur et l'inciter d'approfondir